Ceux qui sont venus écouter, c'est un sujet extrêmement important et c'est un sujet du quotidien dans les cuisines. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes trois, donc nous allons faire quelque chose d'extrêmement intime, mais cela ne va en aucune manière dénaturer le contenu, puisque nous avons avec nous Hermance Caro-Joplet, qui est née à Saint-Raphaël et qui est la fille d'Alain et Marie-Claude Caro, qui en sont les créateurs du Castel-Arras à Fayence. Donc, vous dirigez cet établissement avec votre mari, le chef Quentin Joplet, depuis 2012. Et nous avons avec nous Narda Lepes, qui nous vient d'Argentine, qui a fait carrière à la télévision en Argentine et qui a publié de nombreux livres, et qui est la fondatrice d'Acelga, qui est une association à but non lucratif et qui milite pour une meilleure alimentation et notamment au niveau des enfants. Voilà, nous allons parler d'un sujet qui concerne les restaurants. Le restaurant, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie qui s'inscrit dans un environnement, un lieu où se rencontrent des logiques qui, d'ailleurs, parfois se confrontent. L'hédonisme, la diététique, les contraintes de temps, la variété de l'offre, la typologie des clients, au centre de ces équations, bien, il y a un produit fini dans une assiette. Et lui-même est le résultat d'un processus de production dont l'impact sur l'environnement est parfois loin d'être neutre. Et la réduction de cet impact, bien, elle concerne de multiples facettes, à commencer par l'élaboration d'une recette, le choix des ingrédients, la sélection des fournisseurs, la négociation, la valorisation des invendus, la durée de vie du produit, la gestion du stockage, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, le ainsi de suite, on va élaborer dessus, puisqu'il y a énormément de choses dans le ainsi de suite. Et donc, comment faire et comment gérer cette équation? Bien, c'est l'objet de la table ronde d'aujourd'hui. Alors, c'est une table triangulaire, en fait, elle n'est pas excessivement ronde, mais je vais commencer par me tourner vers Hermance, puisque, en fait, quand on élabore une recette, à un moment donné, on va récupérer un certain nombre de matières premières, et que ces matières premières, ben, l'idée, c'est que si on rentre 100 kg de matières premières, on valorise le plus près possible des 100 kg de produits finis. Comment ça se passe concrètement dans un restaurant? Alors, nous, à Fayence, c'est mon mari qui va faire le marché. Donc, on est vraiment en flux tendu. Déjà, on a très, très peu de stock. On a une zone de stockage, mais que ce soit en épicerie ou en produits frais, qui est volontairement très petite. Donc, on arrive vraiment à gérer. Et il est très proche. Donc, il va au Val de Mougins, à la Grange Ovale, chercher tous ses légumes, qui, eux, se chargent d'aller chez les petits producteurs et ramener ce qu'il faut de petites productions, en fait. Et il achète vraiment ce qu'il a besoin. Et on n'a pas des menus établis à l'avance. En fait, on n'a pas une carte pour 3 mois. Alors même si on est étoilé Michelin, je suis obligée d'imprimer mes menus, mais je pense que si j'avais une ardoise, ce serait tout aussi pratique pour moi, parce que le menu peut changer 2 à 3 fois par semaine. C'est vraiment la cuisine du marché. Et des fois, je dis aux gens, c'est un peu comme la cuisine du placard, c'est-à-dire qu'il ouvre son grand frigo et qu'est-ce qu'il a dedans et qu'est-ce qu'il a envie de faire aujourd'hui. Et c'est une cuisine d'instinct et ses plats changent vraiment en fonction de ce qu'il a. Aujourd'hui, j'ai ramené des artichauts, comment on les fait et qu'est-ce que j'ai pour aller avec. Alors, on va le faire en barigoule et puis la barigoule, une fois qu'elle aura peut-être fait un service, elle sera un petit peu trop cuite. Il va la mixer, il va en faire une purée. Il y a vraiment le moins de déchets possible. Donc je pense qu'une des idées, c'est d'aller faire son marché, peut-être pas au quotidien, mais que le chef aille faire son marché par rapport à décrocher son téléphone et commander des cagettes de chaque qui après s'entassent dans les chambres froides. Donc ça veut dire qu'il faut une belle agilité au niveau de l'élaboration des recettes, puisqu'en fait, au lieu de penser une recette et de s'imaginer après comment on va faire venir les ingrédients, en fait, on est dans un schéma inverse, c'est-à-dire qu'on va aller faire son marché, on va voir ce qu'il y a sur les étals et on va travailler les recettes après. Et donc ça nécessite une belle agilité à la fois technique et également au niveau de la mise en place. Oui, mais alors, comment dire, il n'a pas une cuisine trop tarabiscotée. C'est vrai qu'on met vraiment en avant le produit. Il y a toujours beaucoup de légumes, garniture à base de beaucoup de légumes et des jus. Voilà, il est très fort dans ses jus. Et c'est une cuisine d'instinct. Qu'est-ce qu'on a envie de manger aujourd'hui et d'être à l'écoute aussi du coup de ses fournisseurs. Pour les poissons, il travaille avec la poissonnerie qui est à Puget.
Et la viande, il va la chercher à Métro. Il y a de la chance à Métro à Fréjus, c'est que c'est un vrai boucher qui est responsable du rayon. Et suivant les arrivages, il met toujours des choses de côté pour Quentin. Des fois, il reçoit des filets de bœuf bio, hop, ça, c'est pour Quentin. Il a de la hampe, hop, ça, c'est pour Quentin. Quand il a des pièces de viande, qui sait que sur l'étalage, les gens qui ne savent pas forcément utiliser ces morceaux-là ne le feront pas. Il les met de côté et il dit à Quentin, tiens, j'ai des morceaux de viande qui vont te plaire. Et voilà. Donc, il va ramener de la plumade pour ibérique, il va ramener, ça change. Voilà. Et ça, c'est important, d'être au contact de ses fournisseurs. D'accord. Alors, on va traverser l'Atlantique et on va arriver à Buenos Aires. Et en Argentine, est-ce que vous pouvez nous parler, est-ce qu'il y a vraiment un gros souci de gaspillage alimentaire en Argentine? Le gaspillage, ça veut dire que vous avez compris le gaspillage, c'est jeter beaucoup d'aliments, c'est-à-dire ne pas utiliser tout ce qui est disponible et devoir le jeter. I will say speak in English because. Et je vais traduire au fur et à mesure. So Okay. you make short sentences. Okay. In the waste cycle, the different countries waste in different places. You have waste in origin, which is in the country, in the field. You have waste in the commercial areas, which are supermarkets, retail, restaurants, hotels. Alors, il y a différents niveaux de gaspillage. Le premier niveau, c'est à l'origine du produit. Donc, le deuxième niveau, c'est le circuit de distribution. And you have the home waste, the consumer waste. Et il y a le gaspillage qui se passe à la maison au niveau du consommateur. In more developed countries, the waste is in the middle part, in the commercial part, because there's a standard that they have to reach to show to the public. Alors, il y a, je vais juste faire une petite parenthèse pour ceux qui veulent une traduction simultanée. Vous pouvez avoir des casques. Est-ce que vous pouvez éventuellement les distribuer pour qui veut une traduction simultanée ou est-ce que c'est bien pour tout le monde? Donc, a priori... So I speak English and... It's okay. Okay. It's okay. Okay. Est-ce que j'ai besoin de traduire? Okay. Ça peut aller? Bon, donc si quelqu'un est vraiment dévasté, levez le bras et je traduirai, il n'y a pas de souci. Okay. Alors, si vraiment quelqu'un est dévasté, c'est plus simple. Comme dit madame, vous prenez un casque. Okay. So I will just speak in English. Donc, ceux qui ne prennent pas de casque, on ne va pas faire la traduction. On va écouter Narda Lepes en anglais. Merci. In more developed countries, where the retail and the commercial part is, where you have the more waste. In countries like Argentina, Brazil, Colombia, more undeveloped countries, the waste is because we don't have a lot of infrastructure and information on the fields, or the roads are very bad. So maybe grapes or peaches or whatever, they stay in the sun for 3 more hours because the clothes were shut down, or because we don't have the machinery that it's fast enough or efficient enough because we don't have the infrastructure to take care of the products in the field. And we also waste a lot because people lost the culture of, I come from a country that had no wars or no massive natural disasters. So the hunger that we have, it's because if food is badly distributed, so people don't value the food. We are used to abundance in a way. So a lot of people waste food on the last part of the chain, that it's at home or when you order things in restaurants. And so that's a problem because the commercial part, they know how much they spend, and they said this is first class tomato, this is second class, third class, this goes to that part of the city, this goes to the high-end supermarket, and this goes to restaurants. And you go to a big, big central market that it's outside the city, and you can buy different qualities. So you have like a tomato for sauce and tomato for look at it. But the waste is in a different part. In the United States, the waste, it's in the middle part because the standards are high. You gotta have, all the tomatoes have to look the same, all the carrots have to look the same. 44% of the fruits and vegetables that we grow in the world, they go to waste.
44% donc des fruits et des légumes qui sont cultivés dans le monde sont purement jetés. And a lot of it happens at home because we don't have developing countries, they don't have the tools the cultural tools to know what to do. So people just order more food, or it's a shameful thing to go to a restaurant and say, I want this to go. When there's food on the plate, people just leave it there because they're ashamed. And people go to the market or they buy online. They go to the market once every 15 days. So they buy vegetables by 1 kilo, 2 kilos. And that's a lot of food that goes to waste. Ok, donc là on a vraiment une équation intéressante, c'est-à-dire que c'est une histoire de comportement, c'est une affaire de culture aussi. Par exemple, dans les pays comme l'Argentine, en fait, on a honte un peu de demander, par exemple, un doggy bag quand on est dans un restaurant pour prendre ce qu'on n'a pas mangé et pouvoir le consommer chez soi. Il y a une question comportementale aussi de cette accoutumance à l'abondance qui fait que finalement, on va acheter des choses qui vont par 2 kilos, par 3 kilos, par 5 kilos, et finalement, on ne va pas en avoir l'utilisation complète. Et donc, au lieu d'adapter la nature de ces achats à la nature de la consommation, on va suracheter et donc créer du gaspillage. Alors, je me tourne vers Hermance. Là, on a parlé du choix des fournisseurs qui dictent le choix finalement des recettes. Bon, il y a certains restaurants dans lesquels c'est possible, puisque c'est une logique extrêmement qualitative et je dirais un peu raffinée. Il y a d'autres restaurants, par exemple des brasseries qui ont des très hauts débits, qui sont sur des zones hyper touristiques. Est-ce que vous pensez que si on transpose votre logique au niveau de ce type de restauration, il y a quand même des choses à faire? Moi, je pense que oui, tout est possible dans les volumes d'achat. Ce qui est surtout important, nous, ce qu'on essaye d'inculquer à tous les jeunes qui viennent travailler chez nous, c'est une phrase qui est vraiment classique et basique, c'est le first in, first out. Et souvent, moi, ça m'arrive d'aller dans des établissements et ce qui arrive, c'est poser sur l'ancien. Et donc ça, c'est un vrai problème de gaspillage parce que forcément, dans le fond de la caisse, ça va pourrir. Et ça, je pense que c'est une des premières choses qu'il faut qu'un chef apprenne à ses équipes, c'est le first in, first out, le premier arrivé passe devant, pour permettre un bon roulement. Après, de plus en plus aussi dans les grandes villes, je sais qu'il y a en place des associations qui récupèrent la nourriture pour après la redistribuer. Il existe aussi des applications sur le téléphone. Alors c'est vrai que moi, à Fayence, à la campagne, je n'en ai pas besoin, mais il existe une application, je crois, où quand il nous reste des portions de nourriture, on peut les poster sur cette application. Et Too Good To Go, voilà, c'est ça, Too Good To Go. Too Good To Go. Too Good To Go. Je trouve que c'est une belle initiative en ville, notamment tout ce qui est les boulangeries, les pâtisseries, quand plutôt que de jeter, ou c'est pas vendre à perte, mais au moins on fait des heureux, on se fait connaître. Et peut-être que la personne qui sera venue acheter à moi beaucoup moins cher reviendra après goûter le produit un petit peu plus frais. Donc il y a des initiatives comme ça qui sont mises en place. Voilà, je sais aussi dans certaines villes, ils ont mis en place la récupération de tout ce qui est les biodéchets. Ça aussi, c'est énorme, ce volume d'épluchures de nourriture gaspillée. Alors nous, c'est vrai que c'est facile, on a 2 hectares de terrain, on a mis en place des poules. Donc on a 14 poules, parce qu'on en avait 20 il y a quelques mois, mais on fait vraiment dans l'écosystème. Il y a eu des jus qui ont été faits entre-temps. Non, c'est que nous avons des renards qui ont bien compris que le garde-manger était à disposition, parce qu'elles sont en plein air dans le jardin. Donc le soir, elles rentrent quand même. Le soir, elles sont dans un poulailler qui est infranchissable parce que c'est une ancienne serre de mon grand-père que l'on a transformée en poulailler. Donc la nuit, elles ne peuvent pas être attaquées, sauf que le matin, on ouvre la porte et elles rentrent et après on ferme. Et le renard, maintenant, ils ont tellement faim et ils sont tellement civilisés qu'il n'y a plus d'heure pour attaquer. On en est quand même à 40 poules en 3 ans. Donc je suis pour le respect de l'environnement, mais je pense qu'on va s'occuper du renard incessamment sous peu. Parce que, voilà. Donc les poules, l'intérêt, c'est qu'elles mangent tout. Cru, cuit. Donc à chaque fois toutes les bases de jus, tous les fonds de sauce, toute la viande, ça c'est pas jeté, ça part aux poules. Et évidemment, elles nous font des bons œufs qui servent au petit déjeuner des chambres d'hôtes. Et il y a toujours une entrée aussi, donc soit dans le menu du midi, soit dans notre menu gourmandise avec un œuf du jardin. Oui.
Alors, on va essayer de serrer les choses parce que là, il y a énormément de choses dans ce que vous avez dit sur la façon finalement de recycler, de réutiliser. Alors, je sais que tous les restaurateurs ne peuvent pas avoir des poules, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est également le fait que dans le choix des ingrédients, ce sont des ingrédients dont il va falloir calculer la bonne quantité également, penser dès l'achat à la réutilisation possible. Par exemple, en amuse-bouche ou effectivement au petit déjeuner. Est-ce que vous avez, lorsque vous achetez des ingrédients, cette idée d'avoir un coup d'avance au-delà de la recette ou du produit fini? Non, on essaye d'utiliser tout au restaurant. Après, il y a aussi quelque chose qui est important, et c'est vrai qu'on pourra en discuter avec souvent des collaborateurs, c'est le personnel. Le staff mange souvent du congelé et c'est très vite, et le repas du personnel est souvent négligé, alors qu'on peut peut-être réutiliser ce qui n'a pas été vendu la veille plutôt que de le jeter. Et souvent, j'en ai qui me parlent de ça en me disant que plutôt que de le donner aux employés, ils préfèrent le jeter à la poubelle. Moi, c'est quelque chose qui me révolte un peu, parce que voilà, c'est vrai que c'est pratique de leur faire des cordons bleus avec des frites à tous les repas ou des steaks hachés congelés, mais ils peuvent peut-être avoir des plats et manger les restes, voilà, entre guillemets. Narda Lepes, il y a une valeur d'éducation. Vous parliez de comportement pour limiter le gaspillage. Gaspillage, hein, c'est ce qu'on jette, waste. Il y a une dimension éducative. Alors, à travers l'association dont vous vous occupez, quelles sont les actions concrètes que vous menez pour réduire justement ce gaspillage? I will tell you the 3 ways that I work with waste. That it's through the association we work with. I'm on TV, so people look at whatever I post. So we communicate a lot, numbers and call to action that are simple, like don't be ashamed of ordering food to go, don't buy like this. Well, simple things, or recipes or whatever, but simple, direct messages, and no fear like the polar bear is slimming down on a piece of ice, and no that, just call to action. And then we work with kids a lot, because a lot of kids have no idea how to recognize food, actual food, from the things that they eat, which is, I don't know, packaged food or cookies or whatever. It just fuel sometimes. Kids feel that food is fuel and sugar. So we try to difference that and tell them this is a whole cauliflower. You can eat the leaves. We try to make some experimental labs with kids in schools. And in the restaurant, the one thing that if we keep policing, we try different things, but policing and looking on the garbage cans and said, who threw this away? That didn't work as much, because there's different levels of education on the team. So what we did is once every weeks, through 2-3 weeks, we put a tray besides every prep guy in the kitchen. So everything that it's like a waste, you got to put it on a tray, separating animal from vegetable, and I don't know, peels or the stems or anything, fat, whatever. You put it on a tray, and then we put everything together, and we do a creative work on what to do with it. So we do a lot of ferments, and we do vinegars, and we do a lot of things that we use them as a excuse to teach them a technique, and not to try things, and to use creativity for them to figure out what would you do if you have to make something with it, like a garum out of Donc en fait, on est sur une démarche éducative avec notamment l'éducation auprès des enfants sur des tris qui sont faits lorsque les produits alimentaires sont utilisés. Yeah, et ensuite, young chefs et aussi des jeunes chefs. Et on leur dit, no voilà, voilà à peu près ce que vous n'avez pas utilisé parmi les produits que vous avez traités. Donc il peut y avoir des épluchures, il peut y avoir du gras, il peut y avoir des morceaux de viande, des morceaux de protéines, il peut y avoir des restes de produits. Et une fois par semaine, et c'est once a week, hein, Yeah. à peu près, hein, il y a des sessions
qui aide les chefs ou les jeunes à valoriser justement ces restes et donc à exercer une créativité dans cette valorisation. Like a challenge to them. What would you do with this? Which is a creative process, but also makes them realize that you will do good things that will add to a plate, like, I don't know, persimmon vinegar, like the stems or something like that. Ok. Hermance, est-ce qu'on apprend dans les écoles de cuisine à valoriser les restes quand on a créé une recette? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a un gros travail à faire dans les écoles. Je ne vous cache pas que j'en fais pas forcément mon cheval de bataille parce que c'est un peu difficile de discuter dans les écoles. J'ai arrêté. Alors les écoles, je parle d'école hôtelière, hein, pas d'école pour les enfants, parce que j'ai de la chance, c'est que mes enfants sont à l'école à Seillan, et ça doit être certainement une des dernières écoles du canton qui a sa cantinière. Donc avec certains produits achetés bio, donc ils mangent pour de vrai, et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais non, il y a un vrai... Mais de toute façon, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais pour moi, notre métier est en danger. On change un peu de sujet, mais on parle du manque de personnel. C'est à cause des écoles hôtelières. Moi, je pense que la dérive complète de notre métier, qui est la restauration, est due à l'éducation dans les écoles hôtelières. Moi, je vois quand on les a maintenant en stage, ils viennent d'une autre planète. On leur apprend plus notre métier, en fait. On leur apprend, je sais pas. Donc, voilà. Est-ce qu'à tout le moins, on leur apprend à apprendre? Parce que alors là, c'est quand même une chose intéressante, parce que je sais qu'il y a des cours qui sont réfléchis dans certaines écoles justement pour apprendre à valoriser des restes, soit s'ils partent sur des amuse-bouches, soit qu'ils partent sur des garnitures, soit qu'ils vont partir sur des produits semi-finis qu'on va congeler et qu'on pourra réutiliser après. Et ça, c'est une dimension importante, et c'est une dimension pédagogique. Ah oui, non, mais ça, ce serait magique que ça soit effectivement fait dans toutes les écoles hôtelières. Je pense que c'est dans certaines écoles élitistes. Non, mais moi, je discute avec eux. Non, mais le gaspillage dans les écoles hôtelières, je crois que c'est... Nous, on travaille avec notre propre argent, donc forcément, le gaspillage est important et pour la nature et d'un point de vue économique et financier. Dans les écoles, ils n'ont pas ce problème-là. Moi, ils font plus de fonds, ils font plus... Non. Donc, il y a un travail à faire oui. Au niveau de la pédagogie, finalement. Oui. Alors, nous, on l'a fait dès qu'un nouveau collaborateur arrive au Castellaras, on a un livret d'intégration et il y a 3 pages sur notre engagement sur l'éco-responsabilité. Alors, on est labellisé Clé Verte. Non. Vas-y. On est labellisé Clé Verte. C'est vrai que c'est un label écologique environnemental qui est plutôt au niveau de l'hôtellerie de plein air. On est seulement 22 ou 25 restaurants en France à avoir ce label et on est le seul étoilé Michelin. Donc on est super fiers. C'est 125 ou 127 critères à respecter. Et donc moi, quand ils arrivent, je leur donne, avant leur contrat, le règlement intérieur. Et dans le règlement intérieur, donc dans ce livret d'accueil, il y a 3 pages sur notre engagement et ce qu'il faut qu'on fasse. Tous les éco-gestes qui vont du matin quand on se lave les dents. Enfin, même on en a qui sont logés sur place, donc ça part de la douche. Ça part de loin. Ça part de leur douche le matin, à la lumière qu'ils éteignent en partant travailler. Et voilà, en fait, on reprend tout dès qu'un collaborateur arrive chez nous. Donc il y a une vertu aussi à intégrer l'accueil en fait dans les établissements. Narda, vous voulez réagir? I want to say something about schools that I've seen in different parts of the world. That they have a class on waste and ecology and whatever crap they tell them, but when they go to the class, they cut things and throw half away. Right. And they see the bins. Every time they go to a class, the teacher makes like little carrots like this and throw all the parts away. And they see how much, and you cannot preach and not do. And that's what they see. The message that you say and what you do has to come. I think the way we see food around the world, we have to rethink it because it's not going to last a long time this way. And there's some rules of, we got to choose our traditions, I think. There's some things that we just have to buy,
let them go and choose the ones that we can survive with. And we have to be clear with the youth, and we have to put our hands where our mouth is. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont liées au gaspillage et qui tiennent à des traditions. Et c'est ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire qu'on on va trouver des écoles avec des classes qui parlent d'éco-responsabilité, de recyclage et qui en fait fabriquent des baby-carottes en envoyant à la poubelle la moitié de ce qui a été utilisé. Et là, ce que dit Narda Lepes, c'est qu'il va falloir faire un choix au niveau comportemental, mais également un choix dans nos traditions. Les traditions qui sont génératrices de gaspillage, eh bien, on va peut-être leur dire au revoir. Et les traditions qui, au contraire, nous aident à être plus éco-responsables, soit on va les créer, soit on va conserver celles qui existent. Au niveau de la pédagogie, donc vous avez ce livret d'intégration. Donc le traitement aussi de la nourriture, c'est-à-dire extraire le maximum de ce que l'on reçoit du fournisseur, c'est aussi quelque chose auquel vous êtes attentif en cuisine? Ah oui, il y a une vraie déjà réalité économique. C'est vrai que je me rappelle Quentin quand il finit une brique de crème ou une bouteille d'huile, il a forcément le réflexe de le mettre à l'envers pendant quelques minutes, même si c'est que quelques gouttes mis bout à bout. Au bout d'une carrière de chef, c'est des litres et des litres. Ça en fait, oui. C'est rien, c'est des gestes qui coûtent rien, ils coûtent juste d'y penser un tout petit peu en fait. Et voilà, on fait. Faire attention à la saisonnalité aussi, parce qu'un produit qui est de saison, il va forcément avoir du goût, donc on va en mettre moins. Voilà, moi les fruits rouges au mois de novembre, décembre, dans quelques jours, moi ça me perturbe un peu. Sauf dans la partie hémisphère sud du pays. Mais voilà, respecter la saisonnalité, ça, je pense que c'est aussi une vraie raison, une vraie façon de ne pas gaspiller. Voilà. Oui, comment est-ce qu'on peut porter l'information? Parce que vous dites il faut faire le tri dans les traditions. Est-ce qu'il y a des gestes ou des médias qui sont importants pour relayer votre action? Would you recap that? I mean, what are the tools? What are the media that you feel are important to take your action and not put it at media the action, public? not your action, our action. Your action, not mine. I think we have to speak very clear when we say something to the public and to people at home watching, because they're very confused. People are very, very lost, knowing on what to eat, how to eat it, what is eco-responsible and what is not. Everything changes very fast once you do something and 2 years later no, that's not ecological at all. You should, I don't know, sous vide bags. Yeah, they save space and you can, but how much plastic do you have to? We don't know that. So people hear and repeat. For example, people start eating coconut oil that you should only put on your knees and elbows. And there's a lot of people eating that because they're very, very confused. So I think these kind of meetings where we met and people talk to each other, we should set some reasonable standards and, okay, this we know it's not good and this we know it is basic. And then we take those basic standards that we know that, okay, this is good and this is bad, simple. And then apply it to the context where you live. Because the context here has had nothing to do with the context in Argentina. When you talk that chefs go to the marché and they make their own marché, you got to take a truck in Argentina and go like 2 hours to a place that is 10 times this place and walk through alleys and fight with people and find the one that has the less glyphosate on it and work. And maybe you have one producer that brings you plums, one that brings you, and you got to work on the phone like crazy and you got to move. So it's not the romantic part of shopping, which
we love. That's why we come here and say, oh, this is so good. And so pleasure. There's a lot of pleasure, but there's a dark side everywhere. But I think we should set some standards that there's some things that cannot go anymore. And we should eat less meat, a lot of less meat. And it's not only talking about eco-friendly resources, it's putting less meat on the dish, putting less meat on the menu, and showing less meat on your telephone. Everything that we do here has a lot more impact than we think it does. So if we keep putting as an aspirational thing, we chefs that are known, aspirational things that the general public, like the huge population of the world, cannot eat and aspires to that, we're doing it wrong. Ok, justement pour rebondir sur le fait que Narda Lepes disait entre autres qu'il faut manger moins de viande, qu'il faut. Est-ce que Hermance vous avez entendu il y a un message actuellement que vous entendez et comment ça se traduit sur votre carte ou dans votre établissement? Alors, le sujet de la viande, oui, pourquoi pas. Alors après, on va faire quoi? On va tous mettre du poisson et à un moment donné, il n'y aura plus de poisson dans la mer. Non, moi, pour revenir à la partie de la viande, à la viande, nous, ce qu'on essaie de vraiment faire avec Quentin, ce qu'il faut surtout, c'est qu'on arrête de tous travailler les mêmes pièces de viande. C'est-à-dire que tout le monde veut faire quoi? Du filet de bœuf, de la côte de bœuf et de l'entrecôte. Mais à un moment donné, qu'est-ce que va devenir tout le reste de parties c'est utiliser toutes les viandes, toutes les pièces de viande d'un animal. Ça fait partie du gaspillage aussi. Nous, quand on veut faire du cochon, quand on arrive à trouver des producteurs, parce que alors là, il y a la partie locavore. Quand on est sur la Côte d'Azur, ça c'est un vrai sujet, parce que locavore ici, c'est compliqué. Partout, c'est compliqué le locavore. Partout. Non, mais parce qu'il y a comme des régions en France, ils ont un peu plus de champs. Ils ont moins de soleil, mais ils ont un peu plus de producteurs autour d'eux. Quand le cochon, par exemple, on reçoit des cochons en entier, tout est utilisé. Tout est utilisable. En fait, c'est ça qui est important. Par exemple, l'agneau, il n'y a pas que le carré d'agneau qui se mange. Tout se mange dans l'agneau. On peut faire un navarin, on peut faire... Et je pense que c'est ça qu'il faut militer. Ok, moins de viande, mais alors aussi moins de poisson. Mais alors à ce moment-là, on va faire plus de légumes. Je pense qu'il faut plus équilibrer. Et il faut, je pense surtout, c'est manger toutes les parties et de saison et dans le respect de l'animal, bien sûr. Mais ok, on arrête de manger de la viande. On mange quoi, alors? Pas arrêter. Non, mais non, mais je crois que la viande, il faut qu'il y ait les seasoning of the plate, like a bit pot-au-feu. L'autre jour, the other day, I can't speak French. It's okay, don't worry. The other day, I ordered a pot-au-feu, which I love, but 3/4 of my dish were animal, and 1/4 were like a little bit of carrot, small potato, and a little bit of chou. I ate all of that with the raifort, which I love. I think I ordered pot-au-feu for the bouillon and raifort, which what I love the most. But it shouldn't be, sorry. And I think that the origin of that dish, the way we in Argentina can say our grandmothers, but you should say like your grandmothers. My grandmother used to. No, yeah, but we are a teenage country and our traditions are very short. It's not supposed to be like that. If you are boiling protein, it's for seasoning and not for eating 3/4 of a plate. So I think it's the whole animal, and the odd bits of the animal are the ones that bring with more flavor to it, because sirloin has no taste at all. And I think tournedos should be banned. Banned from every teaching school in the world. They should stop teaching a simple dish like you need no knowledge at all to cook a tournedos. Ah oui, mais je suis d'accord. Yeah, it just a monkey could cook a tournedos because Alors, I think it's like that because you don't need knowledge to do that. You need good products and don't do much. That's good.
But we need knowledge and culture to make a year, to make On en revient à l'école, au C'est problème ça. de base. On en revient à l'éducation. Oui. Et là, je vais faire juste une petite récap à ce stade-là. C'est-à-dire qu'en fait, les produits de saison, les produits qui existent, on en dérive des recettes et non pas le contraire pour satisfaire un public dont on pense qu'il va vouloir manger ceci ou cela. Il va manger ce qu'on va lui offrir en fonction des produits qu'on va avoir. Après, il y a l'éducation au niveau du traitement de ces produits, au niveau de leur recyclabilité, au niveau de leur réutilisation, la réutilisation des restes. Après, il y a au niveau des recettes et du plat, ce que j'ai entendu là juste à l'instant, c'est qu'il y a deux choses. La première, c'est que toutes les parties d'un animal, d'un poisson, et on l'a vu hier puisqu'on avait une table ronde sur la protection des richesses halieutiques, elles peuvent se manger. On ne mange pas uniquement du bar ou de la sole, il y a de la bonite, il y a des tas de poissons dont les espèces, il y a de la vive qu'on ne connaît à peine et qui sont excellentes. Et puis il y a également le fait, et ça c'est le point de Narda, que en fait certaines parties ignorées ou non utilisées ou sous-utilisées dans les viandes ou dans les produits sont celles qui précisément donnent le plus de goût, sont celles qui précisément ont le plus de propriétés gustatives. Et donc, bon, alors Narda va un petit peu loin, il faut bannir le tourne-dos. Donc, Rossini, si tu nous écoutes, voilà. Mais Non, en revanche... Elle n'a pas dit il faut le bannir, elle a dit il faut pour les pas riches. voilà, il C'est faut pour pas les de riches. connaissances pour cuire un tourne-dos. Ah, mais et il voilà. a dit should be banned. Voilà, aussi. Oui, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec elle parce que on peut acheter le meilleur filet de bœuf du monde, il suffit de savoir le préparer et on le coupe et on fait un aller-retour dans la poêle. C'est beaucoup plus compliqué de travailler de la hampe de bœuf ou bien de travailler la queue, de travailler la joue, voilà, la joue en daube. Nous, on fait un paleron de veau au menu, un paleron de veau confit. Les gens, c'est le paleron, ils savent même plus ce que c'est comme partie. Les gens me disent, le paleron, c'est quelle partie? Parce qu'il n'y a plus de pot-au-feu dans les familles. Donc ça, ça fait partie des choses importantes et il faut qu'on milite. Voilà. Et c'est vrai que j'ai une image qui me vient. J'étais à un concours de cuisine au féminin l'année dernière. Et d'ailleurs, il y a eu des images qui sont passées. Je pense que c'était sur M6. La candidate qui normalement était pressentie pour gagner, qui venait d'une grande maison parisienne, a travaillé le homard. Okay. Elle a jeté les pinces et les têtes de homard. Elle a juste travaillé la queue. Et dans une queue, elle a taillé 3 médaillons pour faire joli sur son assiette. Et tout le reste était à la poubelle. Il y avait un monsieur d'un certain âge dans le jury avec nous. J'ai cru qu'il allait faire une crise cardiaque dans la cuisine. Voilà, il y a un peu ça, le problème aussi dans ces belles maisons prestigieuses où on doit utiliser que les parties nobles. Enfin, il y a un vrai travail à faire de l'école, en passant par toutes les étapes de la gastronomie et dans les grandes maisons aussi, où il faudrait que tous ces grands chefs, alors c'est dommage, ils ne sont pas avec nous aujourd'hui, mettent un peu à leur carte des produits un peu moins nobles. Pour nous aider, nous, qui sommes des plus petits, pas forcément dans l'engagement plus petit qu'eux, mais on doit avoir du homard sur les cartes, on doit avoir du filet de bœuf, on doit avoir du caviar, on doit, mais non, on ne doit pas. Qui c'est qui a décidé ça? Personne ne vous oblige. Oui, mais à le client avoir... malheureusement veut ça. C'est-à-dire, si on fait pas de la langoustine, là à Noël, à Noël vous mettez pas de foie gras? Ben non, je mets pas du foie gras parce qu'il y en a plus. C'est compliqué le foie gras en ce moment. Et ben on va manger autre chose. Je vous jure que vous allez vous régaler avec ma terrine de caille. Voilà, c'est. I want Yes, to say of course. something about ferments, that we left ferments on the side because it was the main way to preserve things was to ferment them, and then frozen came in, which preserve it in a different way, which was great at the moment, or canned, but we changed canned to frozen, which is great for some things, but we left fermented food completely on the side. And it's frozen food, it's very inefficient because it uses a lot of energy, a lot. So I think that this trend that we have around the world is, some trends are very bad, but the trend of coming back to learn how to ferment things and having young students be marveled
with doing vinegars and doing lacto fermented zucchini or carrots or whatever, or doing kimchi or chucrut, and learning how the difference and how good it makes you feel. It's a good thing because last one was putting chemicals on food. The last big trend that kids were running around to do was putting chemicals in food, like making it grow thick, last, inflate, be liquid in, I don't know. But I think this trend that goes back, every trend that we go into now should be something that we bring back, not something that we go ahead. Because the things that are coming ahead, they're not coming from us. They're coming for big trade companies like the meat, the synthetic meat. That the biggest lab in the world that makes synthetic meat was bought by Cargill, for example. Cargill, yeah. Et ça, c'est un point intéressant également sur le mode de conservation. C'est-à-dire de revenir sur certains modes de conservation qui ont été un petit peu mis sous le boisseau au profit, par exemple, de la congélation ou de la surgélation. Et notamment, donc, Narda parle de la fermentation. Est-ce qu'au niveau des modes de conservation des produits, vous avez cette perception qu'il y a également de la formation qui passe et de l'apprentissage qui est fait, par exemple, au niveau de la salaison, au niveau de l'emploi du sucre, au niveau de l'emploi des épices, au niveau de la fermentation, tous ces modes de conservation finalement qui sont les modes de nos grands-mères et qui ont été un petit peu éjectés par la congélation. Alors, ou le froid. La fermentation, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup parce qu'on ne le maîtrise pas. Alors Quentin cuit beaucoup sous vide, vous en parliez tout à l'heure, mais moi mes sacs je les mets à la récup, donc ils sont recyclés, ils partent pas à la poubelle traditionnelle, ils vont dans le bac de récup parce tout est recyclé aussi dans la cuisine chez nous. La salaison, on en fait un petit peu et c'est simple, nous notre congèle, j'aime bien le faire visiter parce qu'il est vide, la seule chose qu'il y a dedans c'est du pain parce que c'est la seule chose qu'on fait pas maison, donc on a du pain pré-cuit congelé et des glaçons. Voilà, il y a très peu de choses dans notre congélateur parce qu'on est vraiment on est vraiment en flux tendu et on essaye de stocker au minimum. Parce que le froid est énergivore, donc oui, ouais. de base, et ensuite il peut être remplacé. Quand il n'y avait pas de frigo, on avait des garde-manger. How would you keep the food basically in Argentina? Is this in the fridge or is this in other places? No, it's like anywhere else because everything is this very similar everywhere. Of course, if you go to a little town in the north of the country, they wouldn't have a fridge because they don't have electricity in some places. But we have a few countries, we have a fridge, Sub-Zero, and +6. Yeah, that it's a regular thing. But our food supply is very different because we cannot go to the marché every day. And one of the things that we have to acknowledge as in the service industry is that 50 years ago, people went to have dinner outside the house. People, I don't mean here in Monaco, which is very, very different from the rest of the world, but going out was not the rule. Going out was something special that people did when they travel a bit or they go on holidays or they have something special in their lives and they went to a nice restaurant to have a nice meal and to eat something that they really like or to eat a seasonal thing that they go to that place. That's gone. People eat out four times a week at least in the world. 4 times. Out of the 14, 5 they eat out. So we have to realize that whatever we do as a trend, what we show, others are going to copy because that's the way it happens, because media shows some restaurants and some food and internet shows some food. That doesn't mean that everyone has a phone and copies what it does, but it's a chain and it works like that. Cauliflower, roasted cauliflower. People in the world are eating roasted. The production of cauliflower in the world grew a bit
because the Israeli trend of roasting it whole. Trendsetters. Hein. Yeah, and that worked. And it was cauliflower. We won one. We have one on our side, vegetables. But it's important that we stop thinking that the people that come to eat in our restaurants is once in a lifetime experience, because it's not. We're feeding them, and we have to start nurturing them, as long as giving them pleasure and something beautiful to watch at. And we have to think about nourish in the plate, because the world is changing very fast. Ok, il faut retrouver donc le sens de la fête au niveau des repas. Et effectivement, on passe beaucoup de temps à manger à l'extérieur de chez soi, donc les repas à la maison, les repas qui étaient des repas donc de famille, outre la dimension conviviale qui permettait d'utiliser les matières premières, les produits qu'on allait acheter au marché, ceux-là ont plutôt tendance à se raréfier. Et ce que je voulais savoir par rapport à ça, puisque Narda a mentionné le fait que les restaurateurs avaient cette responsabilité de redonner le sens, le goût de la fête, comment est-ce qu'on peut, quand on est restaurateur, infuser un certain savoir-être éco-responsable au niveau de ses propres clients, pour qu'après il y ait une espèce de viralité et qu'ils puissent après devenir les ambassadeurs de cette responsabilité. Est-ce que vous leur donnez un petit flyer pour leur expliquer d'où viennent les produits, comment ils sont traités, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager en termes d'action concrète? Nous, au début de nos menus, il y a un petit texte qui explique que Quentin fait son marché au quotidien. Donc un élément du titre est susceptible peut-être de manquer en fonction du nombre de clients que nous avons eus. Je marque aussi surtout sur le site internet que les menus en ligne sont susceptibles d'être différents lors de leur venue au Castellaràs, parce que Quentin me change les menus 3 fois par semaine, donc j'ai un peu du mal à mettre à jour le site. Et ce qui est surtout important, c'est de ne pas céder à, comme je disais tout à l'heure, à la pression des gens qui veulent manger de la framboise au mois de novembre, ou qui nous disent mais vous n'avez pas de la langoustine l'été. Non, c'est pas la saison. Voilà, le respect de la saison. Et hier, j'ai écouté une conférence sur Arnaud Donquel et le lapin. C'est vrai que c'est un produit qui se perd, alors que le lapin, c'est quelque chose qui demande pas beaucoup d'énergie à faire. À produire. Qui est pauvre en calories, goûteux. Qui est pauvre en calories, qui est goûteux. Il y a vraiment moyen de faire des choses super sympas avec ça. Et ça rejoint ce que... C'est court. Oui, ça, le cycle de reproduction du lapin. Non, mais voilà, c'est alors court. Ok, c'est aussi un bel animal de compagnie qui est beau, et voilà, mais le mouton est très joli aussi, l'agneau et la vache. Et le poisson dans l'eau est très beau. Mais c'est vrai que d'avoir dans une table prestigieuse comme la table du lapin, je trouve ça génial. Ce que je disais tout à l'heure, du coup les gens se disent, mais alors si chez Arnaud Donquel on peut manger du lapin, mais peut-être que du coup nous au Castellaràs, quand on met notre lapin rôti aux herbes, on n'est pas trop hors sujet non plus. Voilà. Alors on a évoqué énormément de sujets, donc d'abord je voudrais vous remercier et je voudrais vous passer la parole pour le mot... J'allais dire le mot de la fin, non, j'aimerais que ça soit le mot du début. Et donc vous, Narda, quels sont les enjeux les plus importants en termes positifs, des enjeux d'espoir que vous pourriez partager avec les personnes qui sont avec nous, et ensuite Hermance? Je crois que le plus positif thing that I can say is I can't. Are the call to action is what to do with us, and once you, I think there, in this time, once we see what we have to do, that we have to cook more. We have to eat seasonally, no matter what. We have to eat less meat. We have to eat more fruits, more vegetables, more legumes, beans. Oui, haricots. Haricots. We have to eat less sugar. And I think once you feel that, and in Latin America, we have to eat less flour, less carbs, complex carbs. We have a problem with that because that's sugar anyway. Carbohydrates. Yeah, not the complex, not the simple ones, the complex ones. So I think the call to action should be that. And once you know, I think that all of us that are here,
already know that. We all know that we have to drink more water and less sugary drinks. We have to eat more vegetables, seasonal vegetables, know the sources. I think there are levels. I think this place is level 5, that we are like, we know our business and we know how to eat, and we have a lot of information, and we have a lot of luxury around us because you have like 3 kinds of caviar to try and learn. If you can learn about caviar, you're in. There's a lot of people that it's out. So what I say is try to bring your neighbor, your cousin, people that you work with that are out. Try to bring them in the knowledge zone that there's no other way. This is the way that it is. Sorry. There's no... Okay. The other way it's a dead end for a lot of things. For you, for your body, your family, your neighbor, your community, eventually the world. But if we pass the knowledge that we have and the privilege that we have, that it's not money, because there's a lot of people that I learned about oysters with him yesterday, and I'm not rich. So it's not about money, it's about knowing and sharing. Knowledge and sharing. He was very kind, and I learned. Pass that through everything that you can. If you see somebody drinking a lot of sugary drinks, preach a little bit and tell them to drink water. And the same with other things. But I think that we are on the right side. Not that we're good, is that we see it, we saw it, and we live it. There's a lot of people, like 98% of the world that doesn't. So share that. That's okay. Thank you, Narda. Hermance, le mot du début. Après, il faudra peut-être juste que je traduise ce qu'elle a dit parce que je suis tellement d'accord. Non, mais c'est voilà, prêcher la bonne parole. Et moi, je pense que on est peut-être les 2% de la population à prendre conscience qu'il faut agir maintenant. Mais j'ai envie de dire, c'est presque un peu comme la mayonnaise. Il faut qu'on commence à faire un tout petit peu autour de nous. Voilà, en le disant nous dans nos maisons, en étant convaincus de ce qu'on fait et de ne pas céder à la pression des industriels, à la pression, même si faire de la pub pour une grande marque pour apporter beaucoup d'argent, ça me perturbe un peu quand je vois des chefs qui se disent engagés et militer et faire de la... Enfin voilà. Être sûr de ce qu'on fait et c'est la mayonnaise qui prend tout doucement. Voilà. Et puis petit à petit, on va rajouter de l'huile et puis faire prendre comme ça. Et je me dis qu'à force de militer, ça va faire du bruit et d'autres chefs auront envie un peu de suivre ce mouvement qui est un mouvement individuel en fait. Moi, je le fais pas pour avoir de la reconnaissance, je le fais parce qu'on est convaincu. Moi, je pourrais tenir 1 heure en vous racontant tout ce qu'on fait au niveau de l'environnement, de l'écologie, au niveau du Castellaràs. Je le fais pour rien, parce qu'en fait, on communique pas. Quand je vois comment certains se gargarisent de ce qu'ils font et qu'ils en font un tiers de ce qu'on fait, je me dis qu'il faut peut-être que j'en parle un peu plus. Voilà. Parce y a peut-être ça à faire. On n'en parle pas assez de ce que nous faisons. Mais voilà, en fait, on le fait pas pour la couverture médiatique. On le fait parce qu'on en est sûr. Et moi, quand je vois mon fils de 4 ans et demi qui rentre de l'école avec les pommes-potes vides de ses copains et que quand il arrive, il vide ses poches du goûter et qu'il les met dans le sac de récup à la maison. Voilà. Et gagner quelque chose. Je me dis que ça, c'est fait. Voilà. Pour le mot de la fin, alors du coup, je vais lancer un appel. Je vois des personnes autour dans cette audience du Collège culinaire de France. Il y a également les maîtres restaurateurs. Il y a également la chaîne des rôtisseurs. Il y a plein de relais qui sont là et qui font déjà beaucoup pour justement instiller cette éco-responsabilité à tous les niveaux, notamment au niveau de leurs adhérents, comme le Collège culinaire de France, qui intègre également des producteurs. Et je vais lancer cet appel pour qu'on puisse ensemble devenir de véritables relais, des relais d'influence, des relais auprès des professionnels, mais également auprès des consommateurs, et bien pour porter ces messages simples et dont chacun a la responsabilité. Hermance et Narda, je vous remercie beaucoup. C'était très intime. Je vous remercie d'avoir assisté à cette table ronde. Merci beaucoup. Bonne journée.